Bien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Christophe Jacobi, je suis maire de la commune d'Allons, dans les Alpes-de-Provence. Je suis membre de la commission ressources humaines de l'AMF et membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, président de l'IRCANTEC. Bon, je suis un peu quelques casquettes, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la protection, on va vous parler de la protection obligatoire au 1er janvier 2025. Pour vous dire qu'à l'AMF, le sujet de la maladie des agents, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis très longtemps. La commission RH avait entamé des travaux de réflexion, notamment sur la prévoyance. Puis après, avec, on va dire, la CET, France urbaine, la CET, Emmanuel Rousset, qui préside une commission au Conseil supérieur. Donc on a travaillé sur cette proposition. Il y a donc cette loi qui est applicable au 1er janvier, qui est un premier pas. Nous, en tant qu'élus, on a souhaité aller au-delà. Donc on a travaillé déjà entre nous et on a travaillé avec les organisations syndicales. Bonjour Chantal. Les organisations syndicales, et donc effectivement, ce travail a donné lieu sur un accord historique unanime du 11 juillet 2023, donc on va vous en parler. Et cet accord, donc, c'est en fait de dépasser ce qu'a prévu la loi et de rendre vraiment attractif la prévoyance. Parce que le constat, il est clair, 75% de nos agents sont des catégories C. À l'heure où le ministre nous a encore confirmé hier cette absurdité, pour moi, et je crois qu'on partage, des 3 jours de carence, des 10% enlevés sur le salaire des agents, si en plus, après, on applique la peine au bout de 91e jour de tomber en demi-traitement, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu la rhétorique. Oui, moi, j'ai un agent qui est toujours en maladie, etc. Ce qu'on dit, nous aussi, au niveau de la CET, ben, le premier responsable, c'est le médecin. C'est lui qui a prescrit. Voilà. L'agent, il est malade. Ben, s'il est malade, il est malade. Voilà. Donc, aujourd'hui, le dispositif de cet accord historique, on espère, alors le ministre nous a dit hier, oui, on va le transcrire dans la loi. Bon, c'est dommage parce qu'on n'était pas toujours d'accord avec l'ancien ministre, mais on était à 2 doigts de l'inscrire dans la loi. Et donc, ce ministre, hier, nous a dit, bon, on va l'inscrire dans la loi. Moi, ce que je vous recommande, au niveau des centres de gestion, de travailler déjà sur l'accord. Voilà. Parce que, quelque part, si vous n'appliquez pas cet accord, si vous ne le mettez pas en place, l'attractivité pour faire venir nos agents, la prévoyance est un des moyens d'attractivité. Je ne dis pas que ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens d'attractivité. Donc il faut anticiper la mise en place. Donc certains centres de gestion l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Moi je dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment y aller, il faut vraiment l'anticiper et le mettre en place. Parce que quelque part, on va prendre 50% de la part comment s'appelle, de la prévoyance, hein, du contrat, de la cotisation, merci. Mais c'est rien. Quand vous allez faire votre calcul, vous êtes en auto-assurance, vous payez la maladie de vos agents. Donc vous avez tout intérêt, avec tout un tas de mesures qu'on préconise, à faire retourner cet agent dans la vie active. N'oubliez pas que quand votre agent il est en maladie, vous payez 2 fois. Vous payez une fois parce qu'il est malade et puis vous payez une fois pour le remplacer. Voilà. Donc cette réflexion, ça a été la nôtre. Et l'accord qui est fait, pour nous, c'est gagnant-gagnant. Donc je vous laisse auprès de spécialistes qui ont travaillé avec nous. Nous, on réfléchit aussi, mais derrière, il y a tous les agents des diverses associations d'élus et puis FNCDG qui ont travaillé pour mettre en place cet accord. Donc je vous souhaite un bon forum. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter, mais je vous laisse dans les mains d'experts. Et puis mon collègue viendra conclure à la fin, pour la FNCDG, ce forum. Donc bon forum.
Bonjour à tous. Donc Stéphanie Nicolas, chargée de mission fonction publique territoriale à l'AMF. Oh, Ouais. là, c'est bon? Ouais. Alors, Stéphanie Nicolas, chargée de mission fonction publique territoriale à l'AMF. Merci d'être présent avec nous. Je vais m'éclipser de cette table ronde pour laisser la parole à Bastien Talloc, chargé de mission conseiller à France Urbaine, qui a suivi l'accord avec les employeurs, et Thierry Senamo, qui est directeur de la FNCDG et qui aussi a suivi l'accord avec les élus et qui vont pouvoir vous parler à la fois de la réglementation du cadre juridique actuel et de l'application ou pourquoi aller sur l'adhésion collective et l'application de l'accord. La parole est à vous, messieurs. Merci Stéphanie et merci à Monsieur le maire et président Christophe Jacobi pour son introduction. Il le rappelait tout à l'heure, l'accord est historique. Effectivement, pourquoi? Parce que c'est le premier accord collectif national, celui du 11 juillet 2023, qui intervient pour le versant territorial et spécialement concernant la protection sociale complémentaire. Alors cet accord et cette réforme de la protection sociale complémentaire, elle est tirée de beaucoup plus loin que l'ordonnance de 2021, puisque si on remonte un petit peu le temps, je ne serai pas très long là-dessus, mais c'est issu finalement de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur laquelle tout le monde ici a beaucoup travaillé, qui habilitait le gouvernement à prendre des ordonnances dans certains domaines, et notamment pour renforcer la protection sociale complémentaire des agents. Donc c'est sur habilitation du Parlement que le gouvernement a pu prendre cette ordonnance du 17 février 2021. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'elle se combine, elle se conjugue selon moi, et c'est la raison pour laquelle on a pu conclure un accord avec l'ordonnance du même jour concernant la réforme du dialogue social portant sur les accords collectifs. C'est du fait de l'intervention de cette seconde ordonnance qui a été codifiée comme l'ordonnance PSC elle-même que les employeurs territoriaux, leurs représentants et les organisations syndicales représentatives ont pu conclure un accord national qui produit des effets juridiques. Et ça, c'est une innovation majeure de ces dispositions désormais codifiées, puisqu'auparavant, vous le savez, les autorités ne pouvaient procéder que par des actes administratifs unilatéraux. Pour la première fois, on reconnaissait donc, via cette ordonnance de 2021, la faculté des parties prenantes, OS représentatives et représentants des employeurs, que ce soit au niveau local ou au niveau national, à conclure ces accords. Et on s'est tous emparés de ces dispositions pour travailler ensemble et aller au-delà, comme le rappelait M. Jacobi en introduction, des dispositions prévues en matière de PSC par la seule ordonnance et son décret d'application du 20 avril 2022. Juste une petite précision, parce que c'est important pour la suite. Vous savez que le sujet de la transposition que M. Jacobi vient d'évoquer de façon rapide tient aussi au contenu de notre accord. Le contenu de notre accord contient certaines dispositions qui ont besoin d'une traduction législative. Or, en principe, les accords ne peuvent pas nécessairement intervenir directement pour modifier la loi. C'est la raison pour laquelle on réclame de toute force cette transposition législative pour donner une véritable portée à des accords qui ont déjà un effet juridique, mais qui ne peuvent par eux-mêmes s'imposer ni à la loi, ni venir modifier un décret en Conseil d'État. Alors, concernant les premières prévisions de l'ordonnance et du décret d'application en matière de santé, je le rappelle simplement, il est prévu une participation financière obligatoire de l'employeur territorial de la moitié d'un montant de référence. C'est un peu du jargon au total. Le montant de référence étant fixé à 30 € en matière de santé. La moitié, donc, ça va être 15 € de participation de l'employeur. Et en matière de prévoyance, c'est 20% d'un montant de référence qui a été fixé à 35 €, soit une participation par agent fixée à 7 €, le tout à compter du 1er janvier 2025. Voilà ce que je voulais dire pour mettre un petit peu en place les choses. Et je cède la parole à Bastien. On a essayé de rythmer un petit peu les voix. Voilà. On aura l'occasion, effectivement, bonjour à toutes et à tous, à la fois de faire des allers-retours entre nous avec Thierry, mais aussi de faire des allers-retours entre
les dispositions qui vont s'appliquer dès le 1er janvier 2025, qui vont s'imposer à l'ensemble des communes, en l'occurrence je dis communes puisqu'on est évidemment au congrès des maires et des présidents d'intercommunalité, et l'accord du 11 juillet 2023. Peut-être en rappelant une première chose, parce que Thierry le disait tout à l'heure, il parlait de l'accord. C'est vrai que c'est toujours compliqué, il y a beaucoup de confusion et quand on est extérieur au sujet, c'est d'autant plus légitime de ne pas toujours s'y retrouver. Il y a bien deux choses effectivement à distinguer. Vous avez un décret qu'évoquait tout à l'heure Thierry, qui lui va s'appliquer dès le 1er janvier 2025, qui impose sur la prévoyance une participation minimale de 7 € par mois par agent, et qui peut se faire, on y reviendra tout à l'heure, sur la base soit de contrats collectifs, adhésion facultative obligatoire, ou sur la base de contrats labellisés. Ça, c'est écrit dans le droit et ça s'imposera au 1er janvier 2025, et c'est une échéance à laquelle évidemment chacune et chacun, que ce soit les opérateurs qui proposent évidemment des contrats de PSC, les employeurs et les agents doivent évidemment se préparer. Et puis il y a l'accord. Alors peut-être pour resituer l'accord, il faut peut-être refaire un peu d'histoire, en tout cas sur le fait que le décret qui pose ces dispositions au 1er janvier 2025, il n'est pas mort-né, mais par contre à peine discuté, il était déjà contesté. Contesté de manière assez consensuelle d'ailleurs, parce qu'il a fait l'objet de débats difficiles à l'époque auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les syndicats jugeant que cette participation de 7 € par mois par agent était clairement insuffisante sur la base des garanties qui étaient posées. Et entre nous, on ne peut pas leur donner complètement tort, puisque on sait par expérience, et je parle sous le contrôle de la FNCDG, que les CDG qui passent aujourd'hui des contrats collectifs adhésion facultative, sur la base des garanties qui correspondent peu ou prou à celles du décret, le taux de cotisation supporté, alors il ne tient pas compte évidemment de la participation de l'employeur, mais il est facilement autour des 1,7, 1,8% de la masse salariale si on a un regard côté employeur, et si on a un regard agent, de la rémunération de l'agent. Donc si on fait un rapide calcul, on voit bien que 7 € par mois par agent, c'est quand même clairement en décalage aujourd'hui par rapport au niveau de garantie. Pour aller vite et puis pour laisser évidemment la place après aussi au témoignage des acteurs, juste dire quelques mots sur pourquoi effectivement employeurs et syndicats se sont mis autour de la table. C'est sur la base du constat à la fois de l'insuffisance de ces montants et puis du fait que la prévoyance, c'est un axe absolument essentiel et peut-être encore plus finalement que la complémentaire santé dans un contexte où on sait l'usure professionnelle qu'il peut y avoir dans la territoriale. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, alors désolé si j'ai un peu un ton de vétéran, j'ai sans doute plus de cheveux blancs que j'en avais d'ailleurs sur la photo qui est là, mais qui date un peu, mais c'est pas lié à la PSC, je pense. C'est que il faut avoir en tête que quand l'ordonnance a été prise, il y avait un débat. Alors moi, j'y étais pas, donc j'en parle d'autant plus librement, mais avec l'État ne voyait pas d'intérêt à mettre la prévoyance dans les dispositifs et dans l'obligation de participation de l'emploi. Il y a toujours eu cette différence d'appréciation avec la territoriale. D'ailleurs, jusqu'au fait que l'État a commencé par négocier sur la santé avant de négocier sur la prévoyance. Donc, et ça, c'est quand même un élément important à avoir en tête. Et l'appréciation de la coordination des employeurs territoriaux a toujours été différente, a été de dire, bah non, la prévoyance, c'est un sujet aujourd'hui essentiel sur fond d'usure professionnelle, d'exposition au risque et puis de risque de paupérisation des agents qui tombent en demi-traitement, malheureusement, situation qui est connue souvent pour des agents qui tombent dans ce type de situation. Et donc c'est la raison vraiment pour laquelle il a été fait le choix, et avec un enjeu aussi derrière. Est-ce qu'on peut dire que la PSC, c'est un enjeu d'attractivité? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ça qui va faire venir les agents. Mais par contre, ça peut faire la différence aujourd'hui dans une collectivité, et surtout quand on compare au fait que dans le secteur privé, il y a aujourd'hui des dispositifs de prévoyance. Alors c'est vrai qu'on pense souvent aux mutuelles d'entreprise, on pense souvent au volet complémentaire santé, on a effectivement des obligations de souscription de ce type de contrat, mais il faut quand même mesurer aujourd'hui que peu ou prou dans le secteur privé, 80% des salariés sont couverts par des contrats de prévoyance de groupe, avec des niveaux de garantie alors qui peuvent être très, très différents bien sûr, mais aujourd'hui il y a un vrai retard quand même, il faut bien le dire, de la fonction publique sur ces questions-là, et sans doute de la fonction publique territoriale, dans la mesure où, on y reviendra tout à l'heure, l'État par la suite, alors après les territoriaux, conclut également un accord sur la prévoyance. Donc de toute façon, quoi qu'on en dise, et quel que soit l'enjeu du coût budgétaire évidemment de cette participation, nous sommes dans l'obligation de faire quelque chose, et c'est ça qui a animé vraiment les négociateurs de l'accord.
avec, on y reviendra aussi tout à l'heure et je ne veux pas prendre trop de temps, le fait qu'il y a eu un souhait véritablement de mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, sur la prévoyance, mais en marchant sur deux jambes qui sont indissociables. La première, qui est de dire adhésion, généralisation de l'adhésion obligatoire. Attention, on parle là de la prévoyance, je ne parle pas du volet santé, où là, pour le coup, ce n'est pas l'option qui a été prise. On reviendra tout à l'heure sur l'intérêt, évidemment, de l'adhésion obligatoire, mais ne serait-ce que même sur le plan financier, par la solidarité, elle permet de faire des économies. Quand on fait des projections actuarielles, on voit que l'adhésion obligatoire coûte, entre guillemets, pour un même niveau de garantie, 10 à 12% moins cher que l'adhésion facultative en contrat collectif, ce qui n'est quand même pas rien. Alors je le dis d'autant plus, et je céderai la parole à mon collègue Thierry, qu'on est conscient évidemment que la transposition de l'accord, elle intervient dans un contexte qui est difficile, et donc c'est important quand même de rappeler qu'on est dans une logique vraiment d'optimisation en réalité de la dépense en matière de protection sociale, en tout cas en matière de prévoyance, puisque 1 euro dépensé par un employeur ou un agent, quand on est en présence d'un contrat collectif à adhésion obligatoire, c'est démontré par des actuaires, c'est quelque chose, il y a des chiffres, c'est tout à fait documenté, eh bien c'est évidemment optimiser ce qu'on appelle le ratio, alors désolé pour le propos un peu technocratique, mais entre la cotisation qu'on paye et les prestations qui sont servies, est très favorable sur ce type de contrat, et il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Alors j'évoquais deux jambes, ce serait un paradoxe d'ailleurs d'avoir évoqué la première jambe sans évoquer la deuxième, et par contre le corollaire évidemment de faire de l'adhésion obligatoire, c'est qu'on ne peut qu'aller sur des niveaux substantiels de participation de l'employeur, puisqu'il n'y aurait pas de sens évidemment à faire de l'adhésion obligatoire si derrière on ne va pas sur des niveaux à minima de 50%. C'est vraiment ça qui animait les négociateurs, parce que on peut imaginer, c'est comme ça que c'est vécu évidemment spontanément sur le terrain. Quand on fait de l'adhésion obligatoire, c'est vécu en termes de cotisation en espèces sonnantes et trébuchantes par les agents comme une perte de salaire et une prise en charge imposée. Et donc forcément, pour qu'elle soit acceptable, il faut qu'il y ait un partage au moins à 50-50 entre l'employeur et l'agent, et c'est la raison vraiment pour laquelle on a été sur ces options-là. Mais voilà un peu le contexte en tout cas qui explique pourquoi on a cette bizarrerie entre guillemets qui fait qu'au 1er janvier 2025 va entrer en vigueur le décret qu'on évoquait tout à l'heure, mais en parallèle on a un accord qui n'a pas encore de validité juridique mais qui sera transposé. Le ministre en a repris encore l'engagement hier, et donc c'est important en tout cas de se dire que le contexte juridique, c'est bien ces deux choses, c'est le décret d'avril 2022 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 et c'est l'accord du 11 juillet 2023. Voilà. Oui, j'ajoute simplement, s'agissant de l'accord, que si toutes ces dispositions ne peuvent pas effectivement s'appliquer d'emblée, puisqu'il y a besoin, pour certaines d'entre elles, notamment d'une transposition, néanmoins, que ce soit la Fédération des centres de gestion ou tous les employeurs, toutes les organisations d'employeurs qui ont conclu l'accord du 11 juillet 2023, incitent les employeurs, de même que les centres de gestion, à s'inspirer au minimum des dispositions essentielles de l'accord, c'est-à-dire en se portant vers à la fois la négociation d'un accord collectif qui prévoira l'adhésion obligatoire des agents à un contrat collectif. Ça, c'est une orientation fondamentale qui a été choisie, et c'est une disposition très particulière, et à respecter les garanties aussi qui sont prévues par l'accord collectif, ce qui peut se faire sans même que l'accord ait été nécessairement transposé. Donc ça, c'est très important de le noter. On n'est pas hors la loi si on s'inspire et si on met en application l'accord. On est simplement mieux disant que l'ordonnance et son décret d'application. Et tout à l'heure, on aura quelques témoignages de centres pris individuellement, mais aussi de centres qui ont travaillé à une échelle plus large que leur propre ressort naturel, puisque la loi le permet, de façon justement à optimiser en quelque sorte les bénéfices des regroupements et du contrat d'adhésion obligatoire. Et par ailleurs, Bastien, sur la différenciation par rapport à l'État, elle était consubstantielle à l'ordonnance finalement, puisque l'ordonnance prévoyait que l'État pouvait simplement participer à la prévoyance lorsque les employeurs territoriaux devaient immédiatement participer à l'ordonnance. Alors immédiatement, on l'a compris, on le répète encore une fois, au 1er janvier 2025, en matière de prévoyance, vous devez à minima vous conformer aux prescriptions du décret. Ça, c'est intangible. Mais différenciation aussi vis-à-vis de l'État, lorsque non seulement on pense qu'ils ont commencé par la santé, mais aussi en termes de moyens. L'État, lui, s'est porté plutôt sur une augmentation des garanties statutaires, complétée par de l'assurantiel, lorsque, dans notre accord, on a d'emblée envisagé les choses à garantie statutaire constante. C'est la raison pour laquelle les actes de l'État étaient scrutés par le versant territorial pour qu'ils ne viennent pas déséquilibrer l'économie de notre accord. On y reviendra un petit peu plus loin de toute façon. Et je voulais simplement ajouter au contexte un tout petit état des lieux par quelques chiffres
sur la couverture pour vous dire en substance qu'elle n'était pas inexistante, loin de là, vous le savez aussi, sur le territoire national, et que dès avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance PSC, on recensait, ça c'est issu des chiffres de la DGCL, les rapports sociaux uniques 2021 qui sont disponibles, qui ont été publiés il y a assez peu de temps. À titre d'exemple, 59% des collectivités participaient, selon les bilans sociaux 2021, au financement de la PSC au titre de la santé et ou de la prévoyance, quand ils étaient 46% en 2019. 52% des collectivités participaient, selon le RSU 2021, au titre de la prévoyance, contre 38% selon les bilans sociaux 2019. Donc ça, c'est deux illustrations qui montrent que même sans l'intervention du législateur et du pouvoir réglementaire, on avait tout de même une tendance à mieux couvrir nos agents. Et ça s'explique également parce qu'à l'époque, on baignait plus encore qu'aujourd'hui, finalement, en tant que d'une façon un peu plus opérationnelle en termes de réflexion, dans des problématiques d'attractivité. Et lorsqu'on comparait avec le secteur privé, pour attirer des compétences, il fallait aussi chercher à leur offrir des garanties en termes de couverture. Donc voilà pour un tout petit état des lieux. On avait aussi des enquêtes qui ont été réalisées, notamment en 2022 avec Départements de France et France Urbaine et la FNCDG, plus Intercommunalité de France, qui soulignait que près de la moitié des répondants à cette enquête participaient déjà à la prévoyance. Plus de la moitié, largement plus de la moitié, participaient déjà à la garantie prévoyance à des niveaux supérieurs au niveau de participation minimale. Voilà, et la participation au titre de la prévoyance dans notre enquête de 2022 était supérieure ou égale à 10 euros par mois et par agent contre 7 euros là. Et on a des chiffres qui indiquent aussi des participations bien supérieures. Notamment une enquête de la FNCDG qui indiquait déjà une participation dans ces conventions de participation à environ 12 euros, une enquête qu'on avait diligentée en 2020. Tout ça pour rejoindre les propos de Bastien, en considérant qu'effectivement les 35 euros en tant que montant de référence, qui date déjà de 2022, étaient peut-être un petit peu diminués par rapport à la réalité. À ce stade, je vais reprendre la parole, je suis maître du temps. Pour ajouter une chose, c'est que l'employeur a l'obligation de participer, mais pas l'agent. Et les employeurs se sont retrouvés un petit peu autour de la table pour discuter de la prévoyance, et certains étaient totalement dépourvus, parce que même quand ils proposaient une prévoyance de qualité avec une belle couverture, l'agent n'adhérait pas forcément. Et il participait, mais il n'adhérait pas forcément. Il y avait une méconnaissance des agents du dispositif, et aussi l'effort financier. Les agents qui le faisaient ne le faisaient que parce qu'ils étaient concernés, ils étaient déjà malades ou en fait âgés, et donc c'était les plus à risque qui prenaient le produit. Et donc ça influençait aussi sur le prix, puisqu'en fait, comme l'assureur couvrait, il n'y avait pas de rentrée, seuls ceux qui adhéraient étaient ceux qui étaient les plus à risque, les coûts et le coût de la prévoyance étaient très chers, puisqu'en fait, il n'y avait pas cette solidarité qu'on va expliquer après, qui fait que, en fait, comme ce n'est pas obligatoire pour l'agent, même si vous apportez un produit de qualité, il n'y a pas forcément derrière une adhésion d'agent, puisqu'elle reste facultative au 1er janvier pour les agents. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Non? Oui? Oui, j'avais une question sur la prévoyance. Les mutuelles, sur la prévoyance, les mutuelles demandent des dispositions transitoires dans l'attente de la transposition de l'accord et de sa mise en œuvre effective. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça et quelles dispositions transitoires pourraient être prises? Alors, les mutuelles demandent des... La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un accord qui a été signé en 2023 et il ne s'applique pas. Donc, en fait, du coup, la période transitoire fait qu'il y a, comme dirait Bastien, des petits trous dans la raquette ou des choses qui, en fait, demandent... Les mutuelles ont fait des alertes. On n'est pas la DGCL, on n'est pas le ministère. Et donc, du coup, les alertes sont dans la main des ministères qui ont la norme, qui écrivent et qui, en fait, sont là pour, en fait, les étudier.
Peut-être pour expliquer de manière concrète et sous votre contrôle pour bien comprendre le sens de votre question, je pense que vous faites référence à des alertes, notamment des mutuelles, sur le fait qu'elles proposent aujourd'hui des contrats effectivement individuels qui sont labellisés. Et en théorie, en droit, pour satisfaire et conserver le label, en tout cas pouvoir continuer à proposer des contrats labellisés, susceptibles de recevoir le financement et la participation de l'employeur, elles doivent respecter les nouvelles garanties minimales au 1er janvier 2025. Et donc, effectivement, cette situation peut créer des difficultés puisque, notamment dans des collectivités qui participent déjà, participation employeur inchangée, la participation ne bouge pas, mais la cotisation correspondant aux nouvelles garanties, évidemment, augmente significativement puisqu'il n'y avait pas de raison que des produits, notamment qui couvraient l'incapacité, pas l'invalidité, et vice-versa, ne soient pas labellisés jusqu'à présent puisqu'il n'y avait pas de garantie minimale jusqu'à présent. Ce n'était pas dans les critères même de labellisation puisqu'il n'y avait aucune garantie minimale définie par les textes. Donc ça, c'est un sujet que nous regardons. Je le dis. Et puis, effectivement, Stéphanie Colas rappelait qu'une modification relèverait de la DGCL. Et évidemment, par parallélisme des formes avec l'accord qui a été conclu le 11 juillet 2023, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder évidemment avec les organisations syndicales, puisque ce sont des difficultés qui concernent en premier lieu les agents, il faut bien le dire. Donc voilà, on ne pourra pas avoir de réponse opérationnelle sur le sujet, mais le sujet est bien identifié en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle à ce stade? Non. Bon, on enchaîne sur la suite. L'accord. Non, et puis c'est pas évident non plus d'imaginer un régime dérogatoire pour une forme de participation qui serait dédiée à la labellisation sous une forme transitoire, lorsque ceux qui adoptent des conventions de participation, qu'elles soient facultatives ou obligatoires, seront rigoureusement soumis au régime qui est prévu par la loi et par le décret d'application au 1er janvier 2025 de façon intangible. Donc ça créerait aussi une différenciation, je n'ose employer le terme de distorsion. Alors sur l'accord, ça permet peut-être de faire une synthèse et pour être plus concret, peut-être encore opérationnel qu'on l'a été tout à l'heure dans la première partie, qui était un rappel un peu du cadre juridique. Et pour dire des choses très précises, pour présenter l'accord, on va le comparer à ce qui est prévu au 1er janvier 2025 dans le décret du 20 avril 2022. Voilà, ça fait beaucoup de références juridiques, mais voilà, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à réintervenir après dans les questions. Ce que prévoit le décret du 20 avril 2022, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que en prévoyant, je ne parle pas du volet santé, parce que là, on s'inscrit vraiment dans le très court terme. Alors déjà, d'une part, et c'est important de le rappeler, c'est que là, on est dans l'état de l'ordonnance, la participation peut se faire, encore une fois, en prévoyance, toujours contrat labellisé, contrat collectif, adhésion facultative ou contrat adhésion obligatoire. Sur la base de garanties minimales qui sont les suivantes, c'est-à-dire avec deux piliers, incapacité, invalidité. Donc en cas d'incapacité, la garantie minimale que doit proposer le contrat, qu'il soit collectif ou individuel, c'est de maintenir 90% du traitement indiciaire NBI de l'agent et 40% de son régime indemnitaire à minima. Ce qui d'ailleurs au passage, et ça permettra de préparer le terrain à la présentation de l'accord, est une formulation qui peut être source d'ailleurs d'ambiguïté et que dans le cadre de l'accord, on a souhaité d'ailleurs largement simplifier en termes de présentation, mais qui conduit aussi à avoir des garanties encore plus ambitieuses. Et même chose sur l'invalidité, où vous avez le même niveau dans ces cas-là de maintien de la rémunération, donc 90% du traitement indiciaire et de la NBI et 40% du régime indemnitaire. En rappelant aussi que ces dispositions, elles concernent l'ensemble des agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Vous avez les dispositions équivalentes avec des terminologies un peu différentes pour les agents contractuels. Et avec un niveau de participation financière minimale de 7 € par mois par agent, comme ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue Thierry. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le décret du 20 avril 2022 et qui, de façon certaine, va entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Et dans l'accord, on a des différences évidemment qui sont majeures. Déjà, la première, c'est qu'on est sur la généralisation de l'adhésion obligatoire, sur une participation minimale de l'employeur de 50% de la cotisation in fine dans le contrat. Ce n'est pas calculé en fonction d'un montant de référence et c'est plus 7 € par mois par agent et je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et avec aussi une
petite différence quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'on n'est plus sur 40% du TI NBI et 40% du régime indemnitaire en incapacité, en invalidité. On est sur le maintien de 90% de la rémunération globale. Voilà, ce qui est quand même une différence très importante, mais qui en termes de lecture simplifie grandement les choses. Et l'accord ne rajoute pas de nouveaux risques assurés. On est toujours sur incapacité, invalidité. Donc voilà ce qu'on souhaitait rappeler sur l'accord. Bastien, Oui, 2 petites ouais, secondes pardon. pour vulgariser. En fait, l'accord, c'était de cotiser. En fait, on assure, on cotise ce sur quoi, ce qui est assuré. Donc, en fait, la cotisation porte sur le montant que vous assurez. Si vous assurez, et c'est pour ça qu'en fait la règle change, pour essayer de simplifier au maximum, c'est qu'en fait, pour pouvoir assurer 90% du traitement, on cotise sur le traitement. Donc en fait, la règle est simple, c'est des règles assurantielles qu'on a découvertes lors de l'accord, quand on a commencé à travailler. Et c'est pour ça que la rédaction actuelle des 7 euros, de la participation des 7 euros sur un forfait, ça marche moyennement, puisque le revenu des agents est totalement différent d'un agent à l'autre. Et pour que chaque agent ait un maintien par rapport à son pouvoir d'achat, son salaire, en fait, il faut qu'il cotise sur le salaire pour une garantie de 90% de ce salaire. Voilà. Alors, en fait, c'est ce qu'expliquait Bastien. Aujourd'hui, on a une réglementation au 1er janvier qui est sur un décret et c'est les 7 euros. Sauf que, en fait, très rapidement après que le décret soit paru, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas réellement en fait, aux besoins et à la réalité de terrain. Et donc, du coup, l'accord, quand il y a eu la négociation sur l'accord, la première des choses a été de poser la question de qu'est-ce qu'on assure et comment on l'assure. Et donc, on a assuré, les employeurs et les organisations syndicales se sont mis d'accord pour assurer 90% du traitement global. Et pour assurer 90% du traitement global et que ce soit individualisé par rapport à chacun, il faut que la cotisation porte sur l'ensemble du traitement. Donc, ce n'est pas 7 euros et ce n'est pas un panier. Les règles qui ont été définies dans le décret qui s'applique au 1er janvier sont les règles qu'il faut appliquer, mais en fait qui ne correspondent pas à un maintien réel par rapport à une situation individuelle. Ça maintient, mais pas par rapport au pouvoir d'achat. Ce n'est pas adapté au salaire de chacun, ni par rapport au régime indemnitaire, ni par rapport au traitement de base. En fait, ce n'est pas adapté, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige les collectivités à faire autre chose que 7 euros. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, on ne sait pas. Ça, on n'est pas sûr. Le ministre s'est engagé hier à transposer dans la loi. Ça fait depuis l'accord qu'on le demande. Et ça fait 16 mois qu'on le demande et 16 mois qu'on a des engagements et il faut un vecteur législatif pour que la transposition et la méthode de travail qui vient de vous être présentée, qui est dans l'accord, d'assurer 90% de ce que chacun gagne, en fait, soit transcrit dans une loi. Je laisse la parole à Bastien. Oui. Alors, si vous vous fiez simplement au respect des prescriptions du décret et de la loi, effectivement, si vous contribuez à hauteur de 7 euros, vous n'êtes pas hors la loi, bien entendu, mais c'est le minimum. Après, on engage, notamment par le biais de l'accord, les employeurs à aller au-delà pour les raisons qu'on a déjà indiquées, bien entendu, lorsque c'est possible. Tous les choix sont dans la nature, si j'ose dire. Simplement deux petites précisions aussi concernant les garanties. Il y a une borne aussi qui est un tout petit peu déplacée de façon peut-être un petit peu discrète, mais la loi et le décret prévoient que les garanties qui sont prévues interviennent à compter du passage à demi-traitement. Donc ça borne dans le temps l'intervention de ces garanties, lorsque l'accord prévoit que les garanties interviennent en relais des obligations statutaires.
C'est-à-dire que ça donne beaucoup plus de latitude dans la période précédant le passage à demi-traitement. Et on pense notamment à la couverture, le cas échéant, du régime indemnitaire. Ça peut être prévu également par un accord sous forme de clause facultative pour préserver le plus possible la rémunération de l'agent, sachant, comme vous l'avez vu, Bastien l'a souligné, qu'on a élargi l'assiette et on l'a simplifiée en quelque sorte, en considérant qu'elle était composée du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire. Voilà. Et puis il y avait autre chose qui m'échappait, mais c'est pas grave. Ah si, sur les garanties, sur la cotisation. C'est 50% minimum, selon notre accord, hein, là je parle, de la cotisation individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales. Les 50% sont attachés à la réalisation des prestations qui sont indiquées comme étant des garanties minimales. Ce qui signifie qu'on peut aller au-delà en termes de montant de participation. Ça ne pose pas de difficulté, mais ça, c'est finalement, ça relève du dialogue social ou de la volonté de l'employeur aussi. Lui-même, même s'il n'a pas fait d'accord collectif, il peut effectivement aller au-delà. Mais c'est pour vous dire que les 50% de la cotisation, ce n'est pas sur une palette indéfinie de prestations, c'est sur les garanties minimales. Ensuite, au libre choix de l'employeur ou du dialogue social, de décider d'augmenter les prestations, notamment sous forme de garanties optionnelles auxquelles l'employeur pourra participer ou non. Il l'inscrira alors vraisemblablement selon l'accord, et par définition auquel l'agent pourra souscrire ou non. On pense par exemple à une garantie d'essai qui peut être utile. Ça a été le choix du versant étatique. Nous, on a choisi de se porter sur l'incapacité et l'invalidité, mais on n'a pas ajouté le décès. Oui, alors sur l'accord, il y a un point. Alors peut-être revenir sur le rôle des CDG. Thierry, c'était peut-être avant qu'on passe peut-être à ce à quoi on a échappé aussi, parce que c'est important d'y revenir. Je vais essayer de le faire de façon rapide parce que, comme le président Friseau est ici, Hélène Guillet aussi, on procédera plutôt par l'exemple. Simplement, l'ordonnance confie une compétence au centre de gestion, celle de conclure. C'est écrit au présent en droit, ça signifie que c'est impératif. Des conventions de participation lorsque les collectivités et leurs établissements le demandent. C'est une sorte de Janus pour les centres de gestion. C'est une mission obligatoire pour eux, mais lorsque les collectivités le demandent uniquement. Et puis c'est couplé à l'autre ordonnance, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ordonnance sur la négociation collective, c'est-à-dire que les centres de gestion sont habilités, autorisés par la loi, à négocier et conclure sur mandat des collectivités des accords collectifs, donc à animer le dialogue social aussi avec les OS représentatives. Et ensuite, ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois que l'accord est ficelé, si j'ose dire, et accepté, il s'impose au maire qui était intéressé par la convention de participation du centre de gestion. Le maire doit encore délibérer la collectivité doit délibérer pour accepter cet accord, de même qu'il délibérera également pour accepter la convention de participation qui sera proposée par le centre de gestion. On a un modèle d'architecture aussi avec Hélène qui a suivi finalement les prescriptions de l'accord, pas à la lettre, mais dans l'esprit en tout cas, de façon assez parfaite. Mais s'agissant des centres de gestion, je voulais vous indiquer cette double compétence qu'il aurait donnée et le fait que les centres de gestion s'adressent à toutes les collectivités. Voilà. Selon un ressort qui peut varier, et on aura une illustration tout à l'heure. Pour ne pas prendre trop de temps, après, insister quand même également sur le fait que, on va revenir sur l'aspect budgétaire, c'est un accord qui est un accord très équilibré, l'accord du 11 juillet 2023, parce qu'il faut mesurer les efforts que chacun a fait. Alors évidemment, à l'aune des finances d'une commune, on mesure les efforts que les employeurs territoriaux ont fait en allant jusqu'à une participation minimale de 50% de la cotisation, mais il faut mesurer aussi le chemin qui a été fait par les organisations syndicales, parce que de dire au nom de leur mandant on va vers de l'adhésion obligatoire et potentiellement du coup il y a 50% de la cotisation qui est à la charge de l'agent, c'est aussi évidemment un pas immense. Avec une vision économique aussi qui est qu'encore une fois l'adhésion obligatoire en prévoyance, elle permet clairement d'optimiser la dépense. Il y a un autre paramètre aussi qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que dans une période, c'est encore plus vrai j'allais dire depuis
quelques semaines avec les annonces budgétaires concernant les finances publiques locales. Il faut mesurer aussi ce à quoi la FPT a échappé. Parce que dire aujourd'hui, finalement, vu la situation budgétaire, pourquoi ne pas rester aux 7 € par mois par agent? Il faut mesurer que si on fait ça, la FPT se mettra complètement en marge des avancées sociales. On a parlé tout à l'heure du privé. C'est vrai qu'il est de bon ton en ce moment de comparer la fonction publique au privé. Là, pour le coup, elle serait clairement au désavantage des fonctionnaires, et ça, on peut le dire très clairement, enfin des agents publics, devrais-je dire. Mais il faut aussi mesurer ce qui s'est passé du côté de l'État sur la prévoyance. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'État n'était pas du tout allant pour aller sur la prévoyance à l'origine, avec une approche complètement différente de celle de la territoriale, et même parfois d'une incompréhension de la part de nos interlocuteurs. Ils disaient, mais pourquoi vous embêtez? Encore, je vous fais la version soft et plutôt polie des mots qui ont été employés. Aller sur la prévoyance, c'est pas un sujet qui est très important. Et puis, quand on creusait, évidemment, on s'apercevait qu'évidemment, à l'État, les taux de sinistralité sont beaucoup plus faibles. Et il faut se rappeler, évidemment, que à l'État, l'auto-assurance statutaire, c'est, j'allais dire, l'épreuve reine. Et l'État peut se le permettre parce que l'État travaille en masse avec des taux de sinistralité qui sont faibles. Et donc l'État, naturellement, a été, quand il s'agit de négocier avec les organisations syndicales sur la protection sociale complémentaire, sur un relèvement des garanties statutaires. Soit dit en passant, d'ailleurs, en termes de méthode et même en termes de droit, c'est assez contestable, puisque l'objet de l'ordonnance de 2021, c'était la prévoyance complémentaire, normalement. La protection sociale complémentaire, c'est pas en premier lieu, normalement, les garanties statutaires. On pourrait même se demander, d'ailleurs, si l'accord État n'est pas un peu hors sujet, d'ailleurs, par rapport à l'objet de l'ordonnance 2021. Et c'est une faute de méthode, en plus, parce que, ce faisant, l'État a fait ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire l'État normateur. L'État normateur, la norme statutaire, normalement, elle s'applique à l'ensemble des versants, mais en raisonnant uniquement en tant qu'employeur pour ses propres besoins. Et donc, ce faisant, il a mené une négociation avec les organisations syndicales de l'État en ignorant totalement les incidences que pourrait avoir son accord, évidemment, pour la fonction publique territoriale. Et donc, nous, on est arrivé avec les signataires de l'accord dans la fonction publique territoriale en disant, mais non. Enfin, là, si on étend l'accord qui a été conclu au niveau de l'État et qu'on relève les garanties statutaires, on va même mettre les collectivités territoriales en insolvabilité. Pourquoi? Parce que vous êtes sans doute mieux placé que nous pour le dire. Vous savez déjà aujourd'hui que le risque statutaire est très compliqué à couvrir déjà sur la base des garanties statutaires telles qu'elles sont à leur niveau actuel. Donc si on vient surcharger les garanties statutaires, là où aujourd'hui on a déjà des difficultés à se faire assurer, on va avoir des collectivités qui vont se retrouver avec des appels d'offres infructueux, des résiliations, compte tenu de la sinistralité, il faut bien le dire aussi, dans la territoriale, et donc avec des communes qui vont se retrouver, notamment des petites communes, à devoir être en auto-assurance du risque statutaire, et au moindre sinistre, c'est les finances de la commune qui peuvent se retrouver par terre. Et donc nous, ce qu'on a plaidé auprès de Stanislas Guérini, c'est de dire on ne peut pas appliquer le modèle de l'État à la territoriale. Recourir à la prévoyance complémentaire via des contrats assurantiels, c'est la solution la plus adaptée. Alors je vais peut-être employer des gros mots, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la territoriale, avec ses 38 000 employeurs, elle ressemble davantage à une branche dans le secteur privé qu'à l'État employeur unique en termes de structure. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment plaidé le fait qu'il ne fallait pas appliquer les dispositions de l'accord État et que devait prévaloir l'accord conclu dans la territoriale parce que beaucoup plus adapté aux spécificités de la territoriale. Et donc, désolé, je suis un petit peu long, mais quand on parle de coût budgétaire de cet accord, il faut mesurer ce qu'aurait été le coût budgétaire en réalité de la transposition de l'accord État à la territoriale. On va parler de chiffres très rapidement pour vous dire ce que ça représente. Ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables. Mais quand on fait des projections qui ne sont pas hors sol, parce qu'elles s'appuient aussi sur ce qui se fait déjà aujourd'hui en adhésion facultative dans un certain nombre de CDG, c'est des projections qu'on a faites du côté de la CET. On arrive en réalité en adhésion obligatoire à un coût total en termes de taux de cotisation d'équilibre de 1,8-1,9% de la masse salariale. Si on compte la part employeur, ça veut dire que pour l'employeur, bah oui, c'est un coût évidemment de 0,8-0,9% de la masse salariale. Bon, en termes de coût, voilà, c'est à peu près la cotisation au CNFPT. L'étude d'impact n'est pas déjà faite, mais on peut le présenter comme ça en tout cas. Donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. Mais si la nature ayant horreur du vide, si on n'avait pas négocié cet accord, l'État naturellement serait arrivé en mode bulldozer, aurait dit qu'est-ce que vous faites sur la prévoyance, vous n'avez toujours rien fait. Et les syndicats d'ailleurs auraient été voir l'État en disant on demande à être mis au régime de l'État. Et là, on n'a pas fait des estimations précises, on s'est arrêté très très vite. Mais très clairement, le cours était de l'ordre de 2-3 points de masse salariale et c'est vraiment un minimum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de montrer que cet accord, il a une valeur propre et il a des avantages propres, mais il a aussi une valeur
par comparaison avec ce à quoi on n'aurait pas échappé si on avait dû étendre l'accord État à la territoriale. Alors, je n'ai pas rendu justice au sujet parce qu'il y a plein de choses sans doute qu'on aurait pu vous dire, mais ça, c'était quand même un point important sur l'impact financier de cet accord, et notamment en lien avec un point important sur lequel Thierry va revenir, sur les avantages de l'adhésion obligatoire et pourquoi l'adhésion obligatoire permet en réalité de faire des économies par rapport à l'adhésion facultative à d'autres formes d'adhésion. Voilà. Juste pour vous aider, CET, parce qu'on parle beaucoup de CET, c'est la coordination des employeurs territoriaux, c'est-à-dire l'ensemble des associations représentatives du bloc communal, donc la MRF, France Urbaine, Intercommunauté de France, Petite Ville de France, comment ? Département, région, mais le bloc, en fait, je crois que j'en ai oublié une. APVF. La FNCDG. Non, mais après, c'est après FNCDG et SNFPT. Je faisais bloc communal et intercommunal. Les 8 associations généralistes. La voilà. Donc, ça fait en tout 11 associations et le collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique. Si vous voulez les connaître, en fait, ils étaient au forum hier. Et il y a un slide retransmis en streaming que vous pouvez découvrir de tous les membres de la coordination des employeurs territoriaux. Depuis tout à l'heure, on dit CET, mais je pense que coordination des employeurs territoriaux, ça parle plus. Merci. Je crois que Bastien a vraiment fait le tour sur ce à quoi on a échappé, mais c'était aussi pour que tout le monde en ait conscience, effectivement. Simplement, très concrètement, l'État a relevé, a étendu les garanties statutaires en matière de congés longue maladie en portant la garantie de traitement à 60%. Nous, notre raisonnement, puisque, alors là, pour le coup, on peut reconnaître que Stanislas Guérini a pris en compte la nécessité de différenciation, mais son interprétation, finalement, était tout de même sujet à discussion, à la fois avec la DGCL et avec les organisations syndicales qui, cette bonne guerre, auraient bien aimé qu'aux dispositions prévues par notre accord collectif s'ajoute celle qui était prévue pour la fonction publique de l'État en termes de garantie statutaire, ce qui aurait bien entendu tout explosé au niveau des coûts, et ce qui n'était pas possible. Et on s'est appuyé notamment sur l'idée que, de toute façon, l'extension des garanties statutaires ici relevait du domaine de la loi, qu'elle ne pouvait être édictée que par un décret en Conseil d'État sur la base d'un accord collectif. Ça a été fait pour le versant étatique, c'est l'accord d'octobre 2023. En revanche, on a choisi un autre chemin dans notre accord et on n'a prévu aucune extension des garanties statutaires. Donc on n'aura pas de décret en Conseil d'État sur le sujet. Et sauf avoir un raisonnement juridique différent d'une autre, on a écarté aussi ce risque de ce point de vue-là, mais il était vraiment sensible pour toutes les raisons qu'a rappelé Bastien, et notamment sur la capacité à nous assurer sur le marché assurantiel et à ne pas pouvoir être aussi fort que l'État en termes d'auto-assurance. Sur les intérêts de l'adhésion obligatoire, je vais faire très vite maintenant, Stéphanie, pour donner la parole peut-être à d'autres intervenants. Simplement, il n'est pas d'hier cet intérêt. Il a été souligné par les inspections, l'IGAS, l'IGA, l'IGF, dans un rapport de juin 2019 qui préconisait justement d'ouvrir déjà à l'époque aux collectivités la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire et souligner, reprenant d'ailleurs des propos des organisations syndicales, que des conventions de participation couvraient parfois des populations trop faibles où l'agressivité commerciale d'opérateurs aboutissait à des offres sous-tarifées impliquant ensuite des révisions brutales. Donc c'est ce qu'on a cherché. On a cherché à se prévenir de ce type de désagrément, d'une part, par l'adhésion obligatoire, mais on a aussi, bien entendu, pris en compte surtout le collectif d'agents qui, en prévoyance, est très important. Autant en matière de santé, on peut penser à davantage individualiser les risques, autant en matière de prévoyance, il est important pour les employeurs que tous les agents soient couverts. Quand on a une population de 76% de catégorie C en particulier, quand on sait qu'un agent sur 10 part en retraite pour invalidité, dans un contexte d'allègement de la durée des carrières, et en l'absence de mise en place d'un fonds d'usure de prévention de l'usure professionnelle que la coordination des employeurs réclame. Donc au niveau de la solidarité et pour le collectif d'agents, l'adhésion obligatoire est vraiment intéressante. Et puis aussi cette adhésion obligatoire, elle est bien sûr également couplée à la participation de l'employeur, mais aussi la participation de l'agent.
Donc c'est une façon de responsabiliser, j'aime pas trop employer ce terme parce qu'on est tous responsables, que ce soit employeur ou agent, mais d'intéresser, au sens juridique du terme, on va le dire, les deux à une certaine maîtrise de la sinistralité, au développement de politiques de prévention. C'est aussi un avantage de mettre un petit peu le paquet sur la prévoyance. Et puis, un autre intérêt, et j'en termine par là, concernant l'adhésion obligatoire, c'est qu'aujourd'hui, cette adhésion obligatoire, elle ne peut intervenir que si un accord collectif la prévoit. Ce qui sous-tend le développement du dialogue social. Je pense que c'est toujours une bonne chose que de développer le dialogue social. Donc c'est aussi un intérêt, certes peut-être connexe, mais complètement majeur. Et d'ailleurs, il est prévu dans l'accord collectif la mise en place de comités paritaires de pilotage et de suivi de l'accord. Donc c'est vraiment une volonté d'y aller tous ensemble, qui est beaucoup plus forte que d'intervenir par une extension de garantie statutaire comme l'a décidé l'État, où le dialogue social a été beaucoup moins fort que chez nous, on peut le dire. Et d'ailleurs, notre accord est intervenu avant celui de l'État, même s'il n'est toujours pas transposé. Bastien l'a dit tout à l'heure aussi, l'équilibre, c'est de couvrir tout le monde. Contractuel, titulaire, intergénérationnel, intercatégoriel. C'est-à-dire toutes les catégories, tous les âges. C'est-à-dire que quand on embarque tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les moins à risque, les plus à risque, ceux qui font des métiers pénibles, ceux qui ne font pas des métiers pénibles, on embarque tout le monde. Et donc du coup, il y a une solidarité qui en fait fait un panier équilibré et qui permet aussi à aller chercher des tarifs plus intéressants auprès des assurances. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poser avant que nous passions la parole aux témoins qui sont allés sur les contrats. Bonjour, j'avais une question. Vous parlez d'adhésion obligatoire. J'ai au moins, je suis dans une commune de 880 habitants, donc j'ai 7 agents. J'ai au moins un agent qui refuse d'adhérer, donc c'est contradictoire ou c'est possible, donc voilà, à la prévoyance. S'il n'y a pas eu d'accord collectif, si vous n'êtes pas rattaché par exemple à un accord collectif qu'a conclu le centre de gestion et qui prévoit l'adhésion obligatoire, si votre convention de participation est adhésion facultative, il peut décider de ne pas se porter vers cette convention, mais à ce moment-là, il ne bénéficiera pas de votre participation. Il pourra se tourner vers un contrat labellisé, mais sans que vous ayez à participer. Il doit le prouver qu'il est adhérent à une autre prévoyance, par contre, non ? Il devra, vous n'aurez pas à contribuer à la cotisation d'un agent qui ne souscrit pas à la convention que vous lui proposez. Okay. Voilà. Et l'obligation d'adhésion, elle n'est pas aujourd'hui, immédiate, enfin, elle n'est pas inévitable, puisque l'accord collectif national n'a pas été transposé. Demain, lorsque cet accord sera prévu, et il faudra, je pense, prévoir un délai de transposition, une période transitoire qui prévoira un certain délai entre l'édiction de la loi et l'obligation d'adhésion de l'agent. Mais ça sera possible demain. Aujourd'hui, cette obligation d'adhésion, elle n'est possible qu'en vertu d'un accord collectif. Il sera obligé d'adhérer demain, en fin de compte. Demain, mais demain, on ne sait pas quand exactement. Demain après la loi, je veux dire. Ouais. Voilà. Mais dès lors, effectivement, que le contrat aura un caractère d'adhésion obligatoire, sauf des dispenses d'adhésion qui peuvent être prévues dans l'accord, évidemment, mais qui sont très limitées, évidemment, mais sinon, ça s'impose évidemment à l'agent. D'accord. Moi, j'ai une interrogation. Quand on a un centre de gestion qui, justement, a fait une consultation et que la collectivité fait le souhait d'adhérer au contrat groupe, les agents qui n'adhèrent pas, qui restent en contrat labellisé, ne peuvent pas percevoir, dans ce cas-là, la participation. C'est confirmé. C'est prévu par les textes, hein. C'est dans le CGFP. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Donc maintenant, je propose de passer la parole à Vincent Lescaillé, des RH de la ville de Bordeaux, la métropole, Bordeaux Métropole, excusez-moi, qui en fait a mis en place l'accord. Oui, en fait, c'était pas une erreur. Il se trouve que j'ai la chance de travailler dans un service commun RH, qui est donc la DRH commune de la ville de Bordeaux et de la métropole de Bordeaux, du CCAS aussi de Bordeaux. Donc j'ai pas dit de bêtises. Pas du tout, voilà.
C'était juste à compléter. Donc, c'est bien Bordeaux, mais c'est la ville et les 28 communes qui forment sa métropole. Alors, la particularité de notre situation à Bordeaux, alors là, on disait, le titre de l'atelier, c'est pourquoi s'appuyer sur l'accord historique du 11 juillet 2023. Donc, c'est en attendant donc, sa transposition. Il se trouve qu'à Bordeaux, en fait, on a anticipé les choses et qu'on a conclu, donc avec mise en place au 1er janvier de cette année, en 2024, un accord à adhésion obligatoire sur la santé et sur la prévoyance, alors qui s'est inspiré un petit peu des travaux qui étaient en cours à l'époque et qui ont mené à la signature de l'accord du 11 juillet 2023, mais cet accord n'était pas encore formé. En revanche, on savait un petit peu quelle était la tendance qui prévalait, et donc on a essayé dans ce cadre-là de s'appuyer à la fois, vous le signaliez, sur les dispositions de l'ordonnance donc relative au dialogue social qui nous permet de former des accords locaux. L'accord du 11 juillet 2023 est un accord national. Nous, on a fait un accord local, un accord majoritaire, qui nous a permis de mettre en place des dispositions pour un accord à adhésion obligatoire. Alors, on a pu le faire à la fois sur le volet santé et sur le volet prévoyance à Bordeaux Métropole. On a pu le faire que sur le volet prévoyance à la ville de Bordeaux. Pour des raisons historiques, il se trouve qu'à la ville de Bordeaux, on n'avait pas encore mis en place de système à adhésion facultatif. Donc passer de zéro à tout, c'était trop compliqué côté ville de Bordeaux. Donc on est passé par une étape qui est un contrat adhésion facultative sur ce volet-là. Donc le témoignage que je vous propose d'apporter ce matin, c'est à la fois sur l'intérêt de conclure ce genre d'accord collectif. L'intérêt, alors en termes de dialogue social, je commencerai par là. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait passer à un autre âge du dialogue social. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilisation des acteurs, employeurs et représentants du personnel, on a bien vu qu'on était là dans un lieu dans lequel on avait un intérêt commun, dans lequel on avait aussi un rôle chacun très important pour porter un accord collectif devant l'ensemble des agents de la collectivité. Parce que dire à un agent qu'effectivement, alors c'était la question de monsieur tout à l'heure, dire à un agent qu'il n'aura plus le choix de sa mutuelle et qu'on va lui imposer du jour au lendemain une mutuelle, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc on a vraiment besoin des organisations syndicales, on a besoin qu'elles comprennent ce qui se passe. Et on est tous conscients que c'est des sujets qui ne sont pas forcément simples à appréhender, mais donc on a besoin de cette montée en compétences des organisations syndicales, mais aussi des employeurs, parce que je peux vous assurer que côté RH, on n'est pas forcément complètement équipé pour ça, pour avoir ce niveau de dialogue et ensuite pouvoir le restituer de façon compréhensible, de façon suffisamment simple à nos agents pour que ce soit une réussite collective. Et donc c'est aussi un autre âge du dialogue social parce que c'est la première fois qu'on s'emparait d'un dispositif qui était donc l'ordonnance pour finalement créer notre propre loi et créer un texte juridique qui crée des effets concrets et qui changeait la vie des agents. Donc ça, c'est le premier point pour moi très important en termes de dialogue social, l'intensité du dialogue social, la qualité du dialogue social et le fait que ça nous engage sur vraiment du très long terme, puisque là, on est sur un contrat de 6 ans, mais on sait très bien que quand on s'engage dans un dispositif comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous mettez en place un contrat de cette nature, il faut essayer de le faire vivre, il faut essayer de le piloter pour que ça reste quand même maîtrisable à tout point de vue, et notamment financier. Voilà. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais vous apporter mon témoignage, c'est en fait ce que ça crée aussi dans les équipes RH et ce que ça crée sur la politique sociale, la politique ressources humaines de la collectivité dans laquelle vous mettez en place un dispositif comme ça. Alors Bastien l'évoquait tout à l'heure, les comparaisons incessantes auxquelles on est renvoyé vis-à-vis du privé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire une grande entreprise privée avec une grande collectivité territoriale, pour rester des choses qui sont comparables à notre échelle bordelaise, on sait qu'il y a un certain nombre d'avantages que nous n'avons pas à proposer à nos collaborateurs. C'est un CDI direct,
c'est des questions d'épargne salariale, on n'est pas encore là, et c'est précisément ces questions de protection sociale complémentaire. Alors le fait de pouvoir aller et de pouvoir proposer un collaborateur, un candidat qui n'est pas encore un collaborateur, qui veut rentrer chez vous, lui proposer d'emblée, dès son premier jour, une couverture de très bonne qualité sur la prévoyance et sur de la santé, ça fait une vraie différence en termes d'attractivité. Voilà. L'attractivité, c'est un mot qu'on a tous à la bouche. Là, c'est vraiment du très concret. C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans les mains de vos candidats futurs agents dès le premier jour. Donc ça, c'est important. Et enfin, autre point, je parlais de politique RH. C'est pas tous les jours qu'on a, alors pour nos élus, pour nos maires et pour leurs adjoints qui travaillent sur les questions de ressources humaines, c'est pas tous les jours qu'on a un dossier de cette nature-là à leur proposer en termes de ressources humaines. C'est rarement la délégation qui fait le plus rêver les ressources humaines, mais quand on est capable de proposer un dossier de cette nature-là, quand on voit tout ce que ça emporte comme conséquence pour la vie pratique de nos agents, pour leur pouvoir d'achat, pour leur couverture propre à eux sur leurs revenus, mais aussi pour celle de leur famille et de leurs conjoints, c'est vraiment quelque chose qui a une dimension très large. Et ça, pour nos élus, c'est en termes de marque employeur. On parlait d'attractivité. Une des dimensions de l'attractivité, c'est ça. C'est vraiment intéressant qu'on puisse, finalement, par le biais de cette protection sociale complémentaire, proposer d'explorer un nouveau champ de la politique sociale au bénéfice de nos agents. Et voilà, c'est aussi un moyen, on disait, on a fait grandir ensemble le dialogue social avec ce sujet de la protection sociale complémentaire. On fait aussi grandir d'une certaine manière notre conscience d'être des employeurs, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à notre main. Voilà, et peut-être dernier point du témoignage pour ne pas être trop long. On a vraiment besoin sur des sujets comme ça d'expertise à nos côtés qui sont extrêmement fortes. Bon, je pense que tous ceux qui se sont frottés au sujet le savent. On a besoin donc de cabinets d'expertise qui savent faire ces choses-là et qui sont en capacité de nous guider sur ces choix-là. Alors il se trouve que dans notre cas très particulier de Bordeaux, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui était en capacité de nous guider pour atterrir sur un dispositif qui aujourd'hui donc n'est pas très éloigné de ce qui est contenu dans l'accord du 11 juillet 2023. Et quand cet accord sera enfin transposé, on se dit qu'aujourd'hui on aura finalement un écart pas trop important par rapport à ce qu'on a fait à Bordeaux et que donc l'effort d'ajustement, lui, ça sera pas très fort non plus à faire. Voilà. Donc c'est important d'avoir ces... Ce qui évitera de relancer une convention de participation pour se mettre en accord avec les nouvelles dispositions du coup issues de la transposition de l'accord. C'est effectivement notre espoir de ne pas avoir à refaire une convention, voilà, puisque le problème aussi c'est que le jour où ces accords sont transposés, beaucoup de collectivités vont vouloir le faire en même temps. Et ça va être aussi un problème pour le marché, à la fois alors des AMO, des cabinets d'accompagnement, mais aussi des mutuelles et des assureurs aussi. Bon, il risque d'y avoir un risque quand même sur le marché. Et sur le délai du dialogue social, oui. Le mot de la fin, enfin, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Monsieur Lescaillé? J'espère Lescaillé. C'est tout à fait ça, du premier coup, bravo, c'est pas facile. Une question ou... Voilà. Donc du coup, je passe la parole à Monsieur Friseau, vice-président de la FNCDG, qui en fait va faire part de son expérience. Je vous propose de prendre le micro qui est à côté de vous. Mais écoutez, bonjour à tous. Excusez-moi, et je vous remercie pour votre intervention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je précise que je suis élu local. J'ai été maire rural. Voilà. Et actuellement, je suis dans une collectivité plus grosse. Donc je connais les petites collectivités et les collectivités moyennes. Juste vous dire que c'est mon 30e congrès, ça se voit d'ailleurs. Et donc, mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai 23 ans, 24 ans de centre de gestion. Et ça fait 24 ans que je suis vice-président ou président de centre de gestion. Et donc, je reçois les maires. Je reçois les maires ruraux, notamment, et les maires de petites collectivités. Et je peux vous dire deux choses. Moi, ce que j'ai constaté en 25 ans, c'est une explosion. Vraiment, je n'ai pas les statistiques, mais des invalidités. C'est-à-dire, vous avez tout ça. Vous savez, des agents qui deviennent inaptes à tout poste.
Donc ça, si vous voulez, c'est un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit, ça c'est le fruit de mon expérience, c'est que le statut de la fonction publique territoriale, il n'est pas très protecteur. Contrairement, si on va interviewer les gens dans la rue, ils vont vous dire, oh, bah, les fonctionnaires, vous avez un bon statut. C'est pas vrai. En tout cas, pas pour les gros pépins de la vie. Les gros pépins de la vie des fonctionnaires territoriaux ne sont pas assurés par le statut. C'est ça, vraiment, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Et donc, à partir de là, je suis un militant de la prévoyance, mais les gens l'ont dit avant, hein, avant moi, hein, les autres intervenants. C'est d'abord la prévoyance et puis ensuite la santé. Et donc on a négocié autour de la prévoyance en priorité. Parce que quand on a de la prévoyance, on a un salaire qui est garanti, donc on peut payer une mutuelle santé. L'inverse n'est pas vrai. Je suis un militant de la prévoyance et de la prévoyance qui comporte l'incapacité, mais surtout l'invalidité. Parce que sinon, une prévoyance qui n'aurait que l'incapacité, parce que à un moment ça a été débattu, ça n'a pas vraiment de sens pour vous. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe quand je reçois des maires? Les maires, ils viennent, ils sont un petit peu catastrophés parce qu'il y a une situation difficile pour l'agent. Et majoritairement, pas toujours, mais ces agents habitent dans la commune quand même, souvent. Je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais souvent nos agents, ils habitent dans nos propres communes. Et qu'est-ce qui se passe? Si jamais, je prends un exemple, mais qui est réel, vous avez, je pourrais même vous donner des cas très précis, mais prenez quelqu'un qui a une catégorie C, donc qui devient inapte définitivement. Et si cette personne, elle a 50 ans, qu'elle a des enfants à charge, et si en plus c'est une famille monoparentale, je ne vous dis pas la catastrophe si elle n'a pas de prévoyance. Donc ça veut dire que ces gens-là, s'ils n'ont pas de prévoyance, ils vont revenir vers vous, mais par le biais du CCAS. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible que nos propres agents aient besoin du CCAS en cas de pépin. Donc voilà pourquoi la prévoyance, pour nous, est vraiment essentielle. Alors après, la déclinaison de l'accord national. Alors, l'accord national, il est pas mal fait. Il prévoit la déclinaison départementale, voire locale. Et donc, ce qu'on a fait, je vais témoigner un petit peu de ce qu'on a fait en Saône-et-Loire. Hein. On l'a fait au niveau départemental. Il se trouve qu'on avait déjà une convention de participation, mais facultative, hein, comme beaucoup de centres de gestion. Et il se trouvait que cette convention, elle se terminait. Donc à partir de là, on avait une solution, c'est de la reconduire, en sachant quand même qu'avec l'évolution, et on espère la transposition, ça serait caduque. Donc on a dit, on va anticiper, et on est parti sur l'obligation, un souhait de la rendre obligatoire. Donc il a fallu qu'on passe par la case qui est prévue, la case de l'accord départemental, et puis des accords locaux. L'accord départemental, on s'en est saisi. Alors je le dis, s'il y a des gens ici qui ont des responsabilités dans les centres de gestion ou même dans les grosses collectivités, attention, ça demande 6 mois. Donc si même le texte est transposé, il va falloir 6 mois à peu près pour signer des accords départementaux et des accords locaux. De mémoire, on a fait 5 réunions, on a constitué le comité de pilotage, mais ça c'est prévu dans les textes. C'est moins facile pour les représentations des employeurs. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, et on a commencé à discuter. Et là, j'en parlais à l'instant, on a tous une phase d'acculturation, tous. Et on l'a vécu dans l'accord national. On a passé, que sur les 12 mois de notre négociation, 3 mois peut-être, je ne sais pas. Il faut 3 mois pour comprendre les enjeux. On fait de la pédagogie et je peux vous assurer, c'est une super formation pour les élus. Hein. On avait, et pour bien sûr les représentants des personnels, les représentants syndicaux, de mémoire c'était 12 et 12. Je peux vous dire que les 12 élus, quand ils ont fini, ils avaient une très bonne formation parce qu'on a regardé le statut, on a regardé, etc. Je ne vais pas ces détails. Donc on a une phase d'acculturation, puis après on a une phase de décision. Et donc on a décidé. Alors, je prends un exemple de décision. Est-ce qu'on part alors, déjà, première décision, est-ce qu'on le rend obligatoire pour l'ensemble des agents? Pour la Saône-et-Loire, c'est 10 000. Petite parenthèse, l'accord précédent qui était sur du facultatif, c'était 2 500. Je dis ça parce que quand vous arrivez dans un marché avec les assureurs, on n'arrive plus avec 2 500, on arrive avec 10 000. Et on arrive avec 10 000 et on arrive avec des jeunes, ça a été dit. On n'arrive pas qu'avec des gens qui se disent « je vais peut-être avoir un problème de santé ». On arrive avec tout le panel. Et du coup, on a des tarifs qui deviennent intéressants en dessous de ce qu'a cité Bastien tout à l'heure. Donc, première décision, est-ce qu'on le rend obligatoire? Donc ça a été pris à l'unanimité. Après avoir bien compris les enjeux, hein, quand même, hein, y compris les enjeux financiers. Hein.
Et puis, autre décision, est-ce qu'on reste à 90% comme l'accord national le prévoit au minimum, ou est-ce qu'on va au-delà? Il y a eu des propositions à 95%, il y a même eu des propositions à 100%. Je peux vous dire que ça a été rejeté, le 100%. Il y a eu un vote négatif sur le 100%, pour des raisons que je pourrais développer. Et donc, on a convenu qu'on faisait 90 et 95, on ouvrait ces deux marchés-là à charge des collectivités, après de choisir dans le cadre d'un accord local. Voilà. Donc, ensuite, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça intéresse notamment les représentants des personnels sur les critères. On a défini ensemble les critères d'évaluation du marché, si je puis dire, de l'appel d'offres. On a défini les critères, on a travaillé ensemble, et puis voilà. Et puis maintenant, on va développer le comité de suivi. Donc ça concerne les centres de gestion qui se sont engagés. Alors, on peut le dire, Hélène va le dire aussi, on n'est pas majoritaire sur avoir quelque part anticipé. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les centres de gestion qui aujourd'hui sont toujours sur du facultatif, ils en ont tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Simplement, attention, il faut anticiper, parce que si l'accord est transposé, il va y avoir bouchon peut-être au niveau des assureurs, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle, et puis il va y avoir tout ce temps du dialogue social. Donc voilà, moi j'aurais tendance à vous dire, aujourd'hui, commencez à anticiper. Alors, juste une dernière chose, c'est des chiffres comme ça. Nous, le potentiel du centre de gestion, c'est, en Saône-et-Loire, 800 employeurs, à peu près, parce que 800 qui ont des salariés, parce qu'il y a aussi des structures qui n'ont pas de salariés. 800, sur 800, ça a été notre grande surprise. On est venu, on a demandé aux collectivités le mandat, 700 sur les 800 ont immédiatement répondu. Et deuxième chose intéressante, y compris dans les 700, on a des très grosses collectivités, donc qui ne sont pas, enfin, je ne rentre pas dans le détail tout à fait du ressort des centres de gestion, et on a même des collectivités non adhérentes, non affiliées. Donc on a réussi à fédérer, et ça je trouve que c'est assez génial, à fédérer l'ensemble des employeurs territoriaux, les mêmes qu'on avait dans la coordination nationale. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, ça dépend un petit peu de vos centres de gestion. C'est la richesse des centres de gestion que d'être vraiment accroché au terrain. On a 100 centres de gestion. Par contre, vous savez, on est quand même issu de tribus gauloises, donc on a 100 centres de gestion qui ne sont pas forcément homogènes. Donc voilà, donc j'allais dire, pour les questions que vous posez, ça dépend un petit peu de votre centre de gestion. Et je passe la parole à Hélène, peut-être. Voilà, Hélène Guillet, donc directrice du centre de gestion Loire-Atlantique et présidente du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, le SNDGCT. Merci. Hélène. Merci. Alors, mon témoignage va illustrer aussi la manière dont, à l'échelle d'un bassin régional, cet accord peut se mettre en place. Le centre de gestion de Loire-Atlantique est coordinateur, pour utiliser un terme un peu techno, à l'échelle régionale, et donc a pour mission d'aider, d'accompagner dans le cadre d'un schéma régional la mise en place de projets qui concernent les 5 centres de gestion. Au moment de la parution, en tout cas au moment de la signature de l'accord du 11 juillet 2023, les élus des 5 centres de gestion se sont tout de suite emparés du sujet et ont considéré que cette question de la prévoyance, et je ne reviens pas sur tous les arguments qui ont été développés à la fois par la dimension technique, les enjeux par Vincent, et puis ce que Jean-Marc vient de rappeler, les élus ont considéré que c'était un enjeu majeur qui faisait écho, 1, à la question de l'attractivité, 2, à la responsabilité aussi des centres de gestion d'aider, d'accompagner l'ensemble des collectivités, les plus petites qui n'ont pas nécessairement ni l'expertise ni l'ingénierie, et aussi d'utiliser, dans le bon sens du terme, une position ou une posture un peu haute à l'échelle départementale, avec une capacité de dialogue, y compris avec des très grosses collectivités, et avec des collectivités, comme le disait Jean-Marc, qui ne sont pas nécessairement dépendantes du centre de gestion. Donc nous nous sommes emparés immédiatement des dispositions de l'accord national, et nous avons décidé de calquer stricto sensu l'accord national et de le déployer à l'échelle des 5 centres de gestion par le biais d'un seul contrat,
avec à l'époque, quand on l'a mis en place ou quand on l'a commencé, l'idée que la transposition qui a été évoquée tout à l'heure, à la fois sur le plan législatif et réglementaire, arriverait dans l'intervalle de la démarche. Comment vous dire, heureusement, sans doute, ou je ne sais pas si c'est malheureusement, peu importe, que nous n'avions pas toutes les clés en main quand nous avons démarré. Et comme chacun l'a rappelé avant moi, on a construit en marchant. Et en fait, c'est ce qui a donné un résultat absolument, alors de mon point de vue, incroyable, à la fois tant par la capacité, le courage des élus d'une part, au départ, la capacité aussi des employeurs à aller au bout de la démarche et à nous faire confiance en tant que centre de gestion, à la fois à l'échelle régionale, mais après en infradépartementale, au regard de la complexité quand même de ce dossier piloté à l'échelle régionale. Je vais vous donner 2 chiffres. 1400 employeurs, 75 000 agents. On a un accord régional qui est directement calqué sur l'accord national avec un dialogue régional qui s'est mis en place avec un collège employeur strictement paritaire et les organisations syndicales représentatives à l'échelle régionale. Déjà ça, c'était une première difficulté, parce qu'en fait, il fallait déjà se mettre d'accord sur ce qu'étaient les organisations syndicales représentatives à l'échelle régionale. Chacun y allait de son interprétation. Donc on est parti de la consolidation des résultats des élections pro. Donc on a constitué le collège employeur, le collège des organisations syndicales, et on a calqué l'accord régional strictement sur l'accord national. Donc on a fait une proposition à l'ensemble des collectivités des 5 départements pour dire vous pouvez adhérer à un contrat qui sera obligatoire avec une option 90% ou 95% de la totalité de rémunération. Donc je ne reviens pas aussi sur les enjeux pour les agents d'être couverts de cette manière-là, avec des options et avec une prise en charge minimale des employeurs à 50%. On a tout de suite eu un retour d'intention qui était énorme. On était même assez surpris de l'engouement, y compris à l'échelle des 5 départements, parce que sur les 5 départements, il y en avait 3 qui n'avaient pas l'habitude de la prévoyance. Il y avait des accords locaux disparates, mais il y avait quand même 3 départements pour lesquels il n'existait pas de mise en place de la prévoyance. Donc dès le départ, on a eu 1400 employeurs qui nous ont dit « nous, ça nous intéresse ». Ensuite, on a engagé la question des marchés pour obtenir des offres. Et donc là, s'est posé la question des allotissements, parce qu'en fait, à l'échelle de territoires aussi disparates que 5 centres de gestion, et comme l'une des clés, c'est évidemment le taux de sinistralité qui permet d'obtenir des taux plus ou moins intéressants, se posait la question de la mutualisation. Et ça, c'est le deuxième atout de l'expérience que nous avons conduite. C'est-à-dire que nous avons été accompagnés évidemment avec des experts sur ce volet-là pour nous aider et pour aider les élus à décider de comment allotir, de sorte à la fois à faire en sorte que les plus petites collectivités ne payent pas le taux de sinistralité des collectivités sur lesquelles il y aurait des taux de sinistralité importantes, parfois vice-versa aussi. Il y a des endroits, et notamment certains conseils départementaux ou sur les SDIS, où les taux de sinistralité sont relativement bas, et donc veiller à ce que ça profite aux plus petites structures qui, elles, avaient des taux de sinistralité importants. Donc ça a été une question d'allotissement pour sortir d'une logique strictement, on va dire, départementale, et pour aller sur une intention de mutualisation et d'obtenir les meilleurs taux. Donc deuxième élément, donc premier élément, 1, on se met en ordre collectif, dialogue social régional. 2, on regarde de quelle manière on peut construire un marché qui sera à la fois le plus attractif en termes de taux pour les collectivités, mais aussi, parce qu'il faut regarder de l'autre bout de la chaîne, qui nous garantissent que nous aurions des offres. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre un certain nombre de garanties. Si on sait que nous n'avons pas de résultats à l'appel d'offres, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, troisième étape, une fois que le marché est arrivé, donc nous avons discuté avec les organisations syndicales dans le cadre d'un comité paritaire. Troisième étape, l'attribution et donc la confirmation par chacune des collectivités qu'elles rejoindraient bien notre contrat. Et là, comme les décrets, comme le texte de loi et comme les décrets n'étaient pas sortis, s'est posée une question très technique mais épineuse.
autant de collectivités adhérentes et autant d'accords locaux à conduire quand il y avait des CST qui ne dépendaient pas des CST départementaux. Donc, j'ai pas fait le total, mais à l'échelle de l'expérience, parce que c'est quand même une vraie expérience que nous avons conduite, nous avons donc un accord régional, nous avons 5 accords départementaux qui correspondent à l'accord régional, et nous avons, je pense, pas loin de 500-600 accords locaux. Il faudrait que j'aille revérifier les chiffres, qui correspondent même peut-être à l'échelle de la région de manière plus importante que ça. Autant d'accords locaux dans les CST locaux avec le dialogue social qui va bien, d'accords locaux qui disent exactement la même chose. Participation obligatoire, couverture, alors là c'était au choix des employeurs 90 ou 95%, et participation minimale à 50%. Le truc est quand même assez, moi je trouve enthousiasmant dans cette affaire-là, c'est que les employeurs sont allés bien au-delà pour la majorité des 50% minimum, avec une intention, c'est de couvrir vraiment, vraiment les agents et d'aller sur le registre évoqué par Jean-Marc, d'éviter de payer d'une autre manière, par d'autres angles au bout du bout. Soit avec des dénonciations de contrats de la part des assureurs in fine, soit par les CCAS. Et donc, on a plein d'endroits. J'ai demandé qu'on me fasse le point, là, quand on aura fini au 31 décembre, des taux de participation. Mais on a plein d'endroits où les taux de participation vont jusqu'à 80%, voire 100%, avec des modalités différentes selon, par exemple, le type de rémunération. Pour des salaires inférieurs à 1 500 ou 2 000 euros, 100% de prise en charge. Et nous, on a accompagné tout ça pour aller faire des simulations auprès de chaque employeur. Pourquoi je vous raconte ça un peu dans le détail? Parce qu'en fait, c'est possible que ce n'est pas juste une histoire d'argent et que l'ingénierie collective, elle est fondamentale. Donc, nous, on l'a fait à l'échelle des centres de gestion. Enfin, on en parlait tout à l'heure en aparté avec Jean-Marc Friseau. Il y a un enjeu très fort à aller solliciter les centres de gestion, à leur demander d'aider et d'accompagner. Et il y a un enjeu très fort aussi pour chacun des employeurs de se saisir de ça. Et ça ne concerne pas que les très gros et les tout petits. Et nous, dans notre contrat groupe, je l'appelle comme ça, unique, on a à la fois la région des Pays de la Loire, 8000 agents, et on a aussi les quasiment 80%, même plus que ça, 90% des collectivités de Mayenne qui sont inférieures à 2000 habitants. Donc vous voyez qu'on est des deux bouts de la chaîne et tout le monde s'est engagé dans cette histoire-là. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. On a aussi avec nous Monsieur Fromentin, qui, en fait, a suivi l'accord et qui, en fait, peut-être veut aussi revenir à quelque chose. Je le savais bien. Donc, il est parmi les représentants des employeurs territoriaux à la coordination des employeurs. Merci Stéphanie. Oui, peut-être juste pour prolonger dans le retour d'expérience. Parce que comme président de mon agglomération, comme j'étais membre de la CET, quand je suis rentré dans mon territoire, j'ai dit il faut mettre en œuvre cet accord. Donc on recrute un assistant à la maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner. Et les premières conclusions de cet assistant à la maîtrise d'ouvrage, c'était de dire oh là là, attention, réglementairement tout ça est compliqué, la loi n'a pas encore bougé, vous prenez des risques juridiques, ça risque d'être très très compliqué. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut aussi alerter sur, malheureusement, le faible degré parfois d'information d'un certain nombre de ceux qui sont reconnus comme devant nous apporter une expertise, mais qui en fait peuvent parfois avoir tendance à freiner presque les démarches que nous souhaiterions mettre en œuvre. Et il a fallu que, quelque part, j'y retourne avec du volontarisme politique en disant, mais non, en fait, alors certes, il n'y a pas de transposition, mais on peut, à partir du moment où il y a accord local, pour qu'on arrive à relancer cette machine. Et voilà, donc c'est petit retour d'expérience. Et j'appuie sur le fait, je suis complètement d'accord avec ça, sur le fait à quel point ça vient faire maturer le niveau du dialogue social à l'intérieur de nos collectivités. Parce qu'effectivement, là pour le coup, avec les organisations syndicales, il y a vraiment un échange qui est de très très bon niveau, et en disant aussi, oui, il va falloir aussi de votre côté aller
échanger avec les agents pour qu'ils comprennent qu'il faut contribuer un peu pour pouvoir en avoir un peu mieux et donc avoir un niveau de prévoyance qui soit supérieur. C'est vraiment, ça vient renforcer le niveau de dialogue social. Merci à vous, Monsieur Fromentin. Donc, Monsieur Friseau, c'est à vous que revient le mot de la fin. Sauf s'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas laissé la parole. Est-ce que quelqu'un? Non? Donc écoutez, Monsieur Friseau, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci, déjà merci d'être resté. Moi, je peux que dire la même chose. Effectivement, il y a des risques juridiques, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le privé, on est, je ne sais pas, ça doit être, je ne sais plus, dans le privé, il y a plus de 10 ans d'ancienneté dans le privé. Il y a encore des risques juridiques. Donc si on attend qu'il n'y ait plus du tout de risques juridiques, on ne fera jamais rien. Donc et c'est exactement ce que tu as dit. S'il y a vraiment une volonté politique, on peut y aller. Et d'où l'importance de la médiation des centres de gestion sur ce sujet-là. La deuxième chose et dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on continue, les employeurs territoriaux. Vous avez vu qu'on a une certaine cohésion, ce qui n'est pas évident d'obtenir une cohésion déjà d'employeurs. On a aussi une cohésion et on a réussi à se mettre d'accord avec l'intégralité des organisations syndicales, donc ça c'est pas banal. Alors qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? C'est pas moi qui vais le dire, moi je ne suis que vice-président de la Fédération des centres de gestion. Je vais dire ce que le président a dit au ministre, parce que je suis forcément solidaire de ce que dit mon président, mais en plus je le suis vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit, Michel Hériard? Il a dit au ministre quand il a reçu, et Thierry était témoin, il a dit, bon, vous soulevez un certain nombre de dossiers qui sont un peu compliqués je suis très poli en disant ça, très, très diplomatique. Vous soulevez un certain nombre de dossiers qui provoquent un peu la colère des organisations syndicales. Peut-être que ça serait bien que, d'un autre côté, vous transposiez l'accord, parce que cet accord, il est intéressant. On est tous d'accord et ça ne coûte rien à l'État. Enfin, voilà, le ministre, il a sous la main quelque chose qui peut actionner, qui ne lui coûte rien et qui est positif pour l'ensemble des employeurs et des organisations syndicales. Donc le message que j'ai à dire, c'est transposer, mais transposer vite. Voilà ma conclusion.